légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parler. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Bonne émission, Franck. Merci Gazon. Gazon qui fait le tour du monde en passant par la Côte d'Ivoire à vélo. Il est australien, il passe par la Côte d'Ivoire, après il est au Ghana en Afrique du Sud. Il est passé nous voir la semaine dernière pour nous faire un petit coucou. Merci à lui. Merci à vous de la Cité. Bonsoir la Cité, nous sommes vendredi soir. On est très heureux de vous retrouver encore. Et comme le pouvoir, c'est l'information, l'info, c'est le pouvoir, on va commencer par vous remettre le pouvoir, votre pouvoir, en commençant par l'information. Voici donc l'actu pas de course. L'actu pas de course, Noël. J'ai vu une tradition hein, de vous appeler comme ça. Ouais. On va répéter 1000 fois la même chose. Mais Salut Franck. merci d'être là. Vendredi merci. soir, tranquille Merci aussi. de me Hein. recevoir. Oh, ouais, bon. On va décrypter le monde ensemble avec Christian. Salut Christian. Bonsoir Franck. La pêche. Oui. Christian, comment ça va? Le monde nous attend pour le décrypter. Et de nos bouches, nos réflexions, le monde va se faire comprendre ce soir. En Côte d'Ivoire, naturellement, on retient ce soir pour vous cette maladie qui menace le cacao ivoirien. On sait que le cacao est une denrée vitale pour la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, on en saura plus avec le professeur Mamadou Doumbia. Et puis, la Tanzanie qui est en ébullition depuis quelques jours. Oui, la Tanzanie qui est en ébullition. On sait ce mercredi 29 octobre, il y avait les élections. Avant même la proclamation des résultats, les manifestants sont sortis pour revendiquer un certain nombre de points, notamment l'exclusion de certains candidats et une justice beaucoup plus sociale et évidente dans le pays. On le sait, hein, la présidente, et Samia Suluhu Hassan qui a éliminé ses principaux opposants, dont Tundu Lissu, celui-même qui pouvait la challenger. Et tout ça, l'un mis dans l'autre, vraiment a créé cette atmosphère lourde. Et on n'est pas vraiment sûr que la situation se calme, puisque des troupes sont prévues être envoyées dans les zones vraiment où il y a des troubles pour que la quiétude revienne, mais certainement au prix des armes. Et plusieurs répressions seront certainement au rendez-vous. Et parmi ces manifestants, il y a forcément, ou peut-être sûrement, la génération Z. Justement, c'est la Alors, génération. qu'est-ce qu'elle veut cette génération? Qu'est-ce qu'elle vaut aussi? Alors, cette génération, on le sait, hein, elle a déjà fait ses preuves, entre guillemets, dans certains pays, le Népal, Madagascar et tout dernièrement. Également le Maroc aussi. Le Maroc Oui. aussi, et même en Tanzanie. Alors, cette génération, c'est une génération émancipée qui utilise le numérique pour faire passer ses idées. Ses causes défendues sont dans le domaine de l'écologie et de la justice sociale. Et elle s'organise sur les réseaux sociaux pour pouvoir revendiquer. Elle traverse les frontières, elle traverse les zones géographiques. Et c'est difficile à cerner ce mouvement. Elle n'appartient pas à des partis traditionnels, mais c'est un mouvement qui se répand de pays en pays, de zone en zone, de continent en continent. Et le mouvement Gen Z est ce mouvement-là qui fait beaucoup plus peur à certains régimes qui sont prétendus être durs sur l'homme. Et ce mouvement Gen Z, si on y prend garde, peut-être que ce mouvement Gen Z sera le plus grand mouvement du monde dans les mois à venir. Et cette image de ce Premier ministre népalais qui était dans la rue poursuivi par des manifestants, Oui. étaient aussi déjà les premiers
les premiers gestes du mouvement Z. Génération Z. Hein, Génération Z. ouais. Oui. Alors, il faut aussi rappeler que ce sont des personnes qui sont nées entre 1997 et 2012. Et ce sont des personnes qui veulent apporter à leur manière des changements dans la façon dont le monde se conduit. Mais elles observent également certaines failles dans la conduite des affaires publiques. Et elles estiment que, par exemple, elles pourraient apporter beaucoup de choses. Quand on sait un peu ce qui s'est passé à Madagascar, la coupure d'eau, la coupure d'électricité, ce sont des faits réels et le mouvement Gen Z s'en sert. Alors, il ne faut pas donner du pain béni à ce mouvement-là, sinon on risque de se faire taper dessus. Ok, peut-être un mot là-dessus, sur le Z. Non, mais bon, écoutez, c'est les mouvements qui se mettent comme ça en place, hein, de façon inopinée au départ. Puis ils ont quand même cette manière de faire un petit peu peur les pouvoirs publics qui malheureusement ne sont pas très solides. Enfin, on espère que tout ça va déboucher quand même sur des débats et qu'ils vont trouver des consensus pour que les différents pays dans lesquels ça s'opère puissent avancer tranquillement. Alors, vous disiez que ce sont des mouvements inopinés. Inopinés. D'ailleurs, mais il n'a pas été inopiné le départ de Trump pour l'Asie. Trump, bien sûr, le président américain, oui. Bien sûr. Ah, oui, et tout naturellement en Asie. Oui, enfin, c'est un marathon. Vous le suivez de près? Oui, c'est un marathon diplomatique qui bouleverse carrément les rapports de force dans l'Asie du Sud-Est. Hein. Il a commencé déjà après la Malaisie, il est arrivé au Japon où il a scellé quand même quelques accords stratégiques. Et après le Japon, il est passé aussi par la Corée du Sud. Hein. Et la Corée du Sud où il a quand même signé un contrat de 250 millions de dollars pour vendre toutes les forteresses navales aux Sud-Coréens. À la suite de ça, il a quand même cédé du terrain. C'est-à-dire que les véhicules sud-coréens peuvent enfin rentrer aux États-Unis avec une baisse sensible de 15% concernant l'exportation, parce que vous savez, la douane américaine est quand même assez... Ils avaient durci un peu le ton. Ils avaient durci un petit peu le ton. Donc du coup, Trump, aujourd'hui, hier, jeudi, il avait rendez-vous avec le président chinois, justement pour voir tous ces éléments tarifaires qui bloquent un petit peu l'économie des pays de l'Asie du Sud-Est. Mais bon, voilà, Trump, c'est le super VRP qui sillonne comme ça dans toute l'Asie du Sud-Est pour pouvoir vendre des produits américains et en contrepartie, baisser un petit peu la douane parce que ça commence à devenir très compliqué pour ces gens qui se retrouvent dans cette partie du monde. Je suis certain que ce n'est pas compliqué pour notre correspondant au Cameroun qui se trouve actuellement au Nigeria, à Jos, pour être précis, Jos ou Abuja, je crois, entre les deux. Prince, c'est Eyebe. Prince, si vous nous suivez, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe là-bas exactement à Abuja? On sait bien que c'est l'élection Miss Tourisme Africa, mais directement de votre bouche, on va en prendre davantage. Prince. Bien, bonjour ou alors bonsoir Franck Abot et toute la grosse équipe de toute la cité en parle. Aujourd'hui, je suis à Jos et comme vous pouvez l'imaginer, on parlera un tout petit peu politique et surtout de la paix en Afrique. Le Nigeria, c'est un très grand pays, comme vous pouvez l'imaginer. On a de la peine à comprendre pourquoi les pays francophones font des problèmes. Nous sommes au Nigeria et nous sommes à l'Alliance française, il faut le dire. C'est pas évident. Et nous avons trouvé une communauté camerounaise qui est fière de vivre ici parce qu'ils ont été très bien accueillis. Et il faut le dire, dans nos pays, après les élections, nos pays, au niveau de l'Afrique francophone, sont en train de se détruire. Nous-mêmes, nous détruisons nos pays. Et ici, aujourd'hui, j'ai retrouvé un artiste, une communauté, comme ça se passe partout ailleurs. Il voudrait bien qu'il y ait la paix en Afrique, surtout au Cameroun, après les élections. On ne voudrait pas que ce soit comme ça se passe partout ailleurs. On sait lorsque la guerre commence, mais on n'a jamais su comment ça se termine. Donc, on peut applaudir pour nous. Nous sommes en direct, toute la cité en parle. Et je suis à côté d'un artiste. Il a été champion de boxe et il a tout un orchestre de musique aujourd'hui. C'est avec lui qu'on va échanger un tout petit peu. Il va se présenter. Il va nous dire un peu comment ça se passe ici à Jos au Nigeria. Bonjour l'artiste. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Mon nom d'artiste c'est Empereur Étoile d'Amour. Oui. Je suis Simako Kininga, fils de Dimako. Yeah. Si vous connaissez Osbal Bakbouke, Oui. oui, c'est ma parenté. Oui. Donc, je suis là, j'étais venu ici d'abord invité pour combattre au niveau de Abuja. Oui. Donc, champion de boxe dans la boxe. Champion de boxe dans la boxe. Donner les coups là. Oui, je donnais les coups.
taper pour survivre. Ouais, ouais. Donc, après, bon, j'avais eu un choc au niveau du foie, auquel j'avais arrêté. Ouais. J'étais venu, avec la musique, comme je faisais aussi musique depuis le pays. Ouais. Donc, chanter avec les Bakabantou et parfois avec les Patengue. Ouais. J'avais même fait déplacer l'orchestre Patengue jusqu'à Jos ici, Ouais. avec les Pygmées, quoi. Ouais, avec les pygmées. Oui. Voilà. Donc, bon, on est là, on fait la musique. Et La musique on a pris la vie de tout le monde. Hein. Et il faut, c'est vrai, je ne sais pas si c'est la lettre P que Claude a choisi aujourd'hui, Claude Frank Aboud, pour l'émission, parce que l'info rapide, c'est au pas de course, c'est une lettre qu'on choisit. Et on a décidé, nous, à Jos, de choisir la paix. Un message pour la paix. Nous voulons la paix. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous voulons être ce Cameroun qui a existé depuis nos ancêtres. Ouais. Nous ne voulons pas ces problèmes de division, tel est anglophone, tel est nordiste, comme on appelle Babana, les gens à l'envers, tout ça. Non, nous voulons un Cameroun uni. Ouais. Que ce soit qui ou qui que ce soit qui prend le pouvoir, nous voulons un Cameroun Toujours la paix. Toujours la paix. Voilà. Donc c'est tout ce que nous voulons. Paix, peace. Voilà, Claude Aboud. Alors, Claude Frank Aboud, c'est toute l'équipe. Très heureux, nous avions été dans des vôtres, en tout cas. Et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine avec forcément une autre actualité. Nous disons merci à tout un grand pays, le Nigeria, à travers le concours de beauté Miss Tourisme Africa. En tout cas, sans eux, nous ne serions pas là. Bonne antenne et bonne émission. Merci. Merci. Ouais, au Nigeria, ça fait 25 ans qu'ils ont compris que le tourisme pouvait être quelque chose d'important aussi pour l'économie. Et ils organisent Miss Tourisme Africa. Et ça dure 25 ans. L'apothéose, c'est dans 2 jours. Oui, enfin, l'apothéose, c'est dans 2 jours. Disons que c'est quand même... Même pas, c'est demain, je dirais. Oui, enfin, c'est demain. Ouais. En tout cas, c'est là. Ouais, c'est là, on y est déjà. Hein. Non, mais bon, c'est une façon, en même temps, de faire aussi de montrer un petit peu le paysage, la beauté de ce pays, hein, parce qu'on parle que de la délinquance, malheureusement, au Nigeria. Il n'y a pas que la délinquance, il y a aussi des choses à visiter au Nigeria. Au Nigeria, c'est un grand port, c'est un très bel aéroport. J'ai eu l'occasion... C'est un grand pays. C'est un grand pays, c'est vrai que c'est très peuplé. Il y a des endroits, bon, qui font quand même un petit peu peur, mais ça reste quand même un endroit assez structuré. Deuxième ou troisième puissance économique africaine, après l'Afrique du Sud ou avant l'Afrique du Sud et l'Égypte. C'est vraiment un grand pays d'Afrique. Voilà, non, mais c'est vraiment un grand... Il y a vraiment des vraies richesses au Nigeria. Ça, il faut le dire. On l'a vu, on l'a observé hein, pendant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire. Ce balai des jets qui... Ce balai des jets qui avait envahi notre aéroport, qui malheureusement n'était pas dimensionné pour accueillir tout ça, mais on a eu la possibilité de le faire. C'est pour dire à quel point ce pays, économiquement, est quand même assez avancé. Alors, économiquement, la Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est la première productrice mondiale des cacao. On est de loin, hein, premier. Le second, c'est le Ghana qui est très en bas. Mais on a un problème depuis quelque temps. Et ce problème a été résolu par un professeur Mamadou Doumbia, que nous allons recevoir tout à l'heure dans l'heure de la cité, juste après ceci. Alors, si je vous dis Sholen Shot, vous n'en saurez pas grand-chose. Enfin, pas beaucoup d'entre vous. Si je vous dis la maladie du cacao a appelé le sida du cacao, vous comprendrez la gravité de la situation. La Côte d'Ivoire fait face depuis quelque temps à cette grave maladie qui menace notre production vitale qu'est le cacao. Et ce soir, on va en parler. Mais bien avant, on va recevoir Océane Ouattara. Bonsoir Franck, bonsoir Boli, bonsoir Christian. Salut. Merci. Et comme on le dit chez nous de façon triviale, les chercheurs qui cherchent, qui trouvent sont assez rares. C'est vrai ou pas? Beaucoup t'ont trouvé, hein? Oui, enfin... Beaucoup ne trouvent pas, Beaucoup hein? ne trouvent pas aussi. Beaucoup ne trouvent Il y a pas. beaucoup de chercheurs, mais il n'y a pas beaucoup qui trouvent, hein? Il n'y a pas beaucoup qui trouvent en tout cas. Comme vous comprenez. Ce soir, on reçoit un chercheur qui a trouvé, le professeur Mamadou Doumbia, professeur à l'université d'Abobo Adjamé, qui arrive. Professeur, merci. Merci, professeur. Asseyez-vous. Vraiment avec tous les honneurs. On va peut-être même, pourquoi pas, moi j'aimerais bien qu'on vous applaudisse parce que vous avez trouvé quelque chose qui est incroyable. Franchement, bravo. Bravo. Le professeur Doumbia donc, est avec nous.
pour me reprendre, il a trouvé le remède du sida du cacao. Quand on dit ça, ça veut dire que c'est une maladie qui était jusque-là incurable. C'est ça. Et grâce à lui, à travers le monde entier, il n'est pas le seul. Hein. Ils sont des milliers de chercheurs qui sont mis sur le coup pour trouver le remède de cette maladie qui tue le cacao. C'est ça. Et celui qui a trouvé. C'est Waouh. une fierté de la Côte d'Ivoire. Grande fierté. Encore merci, Bien professeur. évidemment, Merci. D'accord. Et à tout seigneur, tout honneur. Tout honneur, c'est clair. On vous laisse vous présenter ou dire réellement ce que c'est que cette maladie du cacao, le sida du cacao. Je suis professeur titulaire en sciences agronomiques, professeur Mamadou Doumbia, à l'université Nanguéa-Bourgois. Je suis le responsable de l'unité d'entomologie agricole au pôle production végétale au niveau de l'université. Donc, je suis là avec, bien sûr, effectivement, l'opportunité que vous nous offrez à présenter non seulement les résultats de nos travaux, mais à expliquer au jour d'aujourd'hui que nous avons une approche. Parce qu'il faut le préciser, c'est une approche, c'est une maladie complexe, donc c'est une approche qui permet effectivement aux cacaoyers de reprendre la production à partir effectivement des traitements que nous avons mis au point, qui est en fait un traitement global. D'accord. Avant de continuer, vous allez nous présenter ce prix que vous avez eu, parce qu'en fait, une telle trouvaille mérite des prix. Hein. D'accord. Donc ce prix, oui, c'est en fait le troisième prix. Il faut le montrer à la caméra pour qu'on le voit bien. Ouais. C'est le troisième prix de la recherche et de l'innovation 2025 que nous avons eu, suite effectivement aux activités de recherche que nous avons réalisées sur effectivement le Sholen Shoot en Côte d'Ivoire. Avant d'aller plus loin, vous allez nous faire un peu l'historique de cette recherche, l'historique de la recherche, car la maladie est née il y a longtemps. Oui, quand on fait un peu l'historique de la maladie, c'est une maladie qui nous est arrivée à partir du Ghana. Et déjà, l'ancienne boucle du cacao qui était à l'est avait naturellement été affectée depuis les années 1949. Wow. C'est pas C'est pas quelque chose récent, hein. de récent. 49, oui. Et par après, effectivement, il y a eu un recul et la boucle s'est déplacée à l'ouest. Mais quand il y a eu un recul, il y a eu un recul par rapport à Il y a quoi? eu un recul parce qu'en fait, on n'avait pas d'abord une bonne connaissance de la maladie en tant que telle. Donc, on ne savait Il n'y a pas eu de recul de la maladie? Voilà, non, pas en tant que tel, D'accord, mais ok. c'est-à-dire la boucle s'est déplacée et nous nous sommes retrouvés effectivement à l'ouest. Et à partir de 2002, les chercheurs du CNRA ont tiré la sonnette d'alarme pour effectivement signaler l'impact que cette maladie commence à avoir dans le verger cacaoyer ivoirien. On a quand même mis du temps, de 49 à jusqu'au 2002. 2002. Ah oui, il y a eu quand même une certaine évolution, recherche, une oui. certaine, en fait, un certain adoucissement de l'expression virale de la maladie, parce qu'il faut dire que le Sholen Shoot, c'est une maladie virale. C'est une maladie qui est en fait causée par des virus, mais ces virus-là sont en fait transportés ou alors envoyés, comme on le dit dans le langage beaucoup plus simple, aux cacaoyers à travers des insectes qui sont des cochenilles. Voilà, donc les cochenilles sont en fait vectrices, c'est-à-dire que c'est elles qui transportent effectivement la maladie et transmettent la maladie aux cacaoyers. Ah, mais c'est Mais depuis bien, quand vous avez oui, commencé les ok, recherches voilà. alors, pour contrecarrer justement cette maladie qui montait un petit peu, on va dire, entre guillemets, en puissance? Lorsque, en fait, nous avons eu quand même connaissance en 2002 de l'existence de la maladie, nous avons commencé en fait nos recherches en 2004. Et ces recherches-là étaient en fait d'abord basées sur une approche triviale. Parce que nous, dans notre approche de défense des cultures, nous ne faisons pas en fait seulement la lutte contre la cible, qui est en fait le virus. Nous avons pris en fait l'ensemble de la plante, c'est-à-dire qu'on traite la plante, on améliore la qualité du sol et on traite les maladies, comment j'allais dire, les maladies annexes
qui viennent sur la plante. On traite de la maladie et l'environnement de la maladie. Et l'environnement de la maladie, très bien dit. Il ne faut pas qu'il y ait des contaminations. C'est Voilà, ça. parce qu'en fait, lorsque on cible uniquement l'agent pathogène, certes, on peut effectivement avoir une incidence, mais on a préféré effectivement avoir une réponse globale. C'est comme le cas, vous voyez par exemple les antirétroviraux au niveau par exemple du sida. Lorsqu'on apporte les antirétroviraux, on va aussi soigner l'environnement du malade de telle sorte qu'en fait, effectivement, ces produits-là puissent avoir un effet positif. Donc c'est vraiment une approche globale, comme on le dit dans notre langage, une approche holistique du traitement de la maladie. On n'est pas parti de façon simpliste, on est parti de façon holistique, voilà, globale, pour apporter vraiment une réponse. Avec Et on va peut-être me permettre de faire une petite virgule là, et pour montrer l'importance de cette production en Côte d'Ivoire, on va écouter Océane Ouattara qui va nous dire la manne du cacao en Côte d'Ivoire et les producteurs. Et les producteurs. Eh bien, cher Citizen, je veux parler aujourd'hui de la manne du cacao. Il faudra déjà savoir que la manne du cacao, de façon générale, fait référence à la richesse ou aux revenus considérables qui est générée par la production et l'exportation du cacao dans les pays tels que le Ghana et la Côte d'Ivoire. Alors, une grande partie de cette manne ou de revenus ne revient pas pleinement aux planteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne perçoivent pas le grand pourcentage qu'ils devaient percevoir, alors que nous savons que tout ce qui est production du cacao, tout ce qui est production du café, et qui fait de ces deux pays des grands producteurs mondiaux, ne permet pas donc aux planteurs de suivre, alors que la manne parle de richesse. Alors si on parle de richesse, pourquoi est-ce que nos planteurs n'arrivent pas à vivre avec cela? La question est posée en même temps au professeur. Le professeur, peut-être une... C'est des scientifiques, c'est pas... Oui, c'est vrai que ce n'est pas un financier, mais je vais dire... Pourquoi est-ce que j'ai posé directement la question? Je vous explique. Parce que de 2004 jusqu'à ce qu'on constate aujourd'hui la progression de la solution contre le show and shoot, on a constaté qu'il y a des planteurs qui avaient des cacaoyers qui sont lancés dans l'EVA. Est-ce que c'était la cause de la maladie, puisqu'on ne trouvait pas les remèdes qui ont poussé ces planteurs-là à se reconvertir à l'EVA, ou simplement c'était une initiative qui venait d'eux-mêmes? Il faut quand même en fait nuancer les approches. C'est ça. Certes, il y a certaines zones qui ont été tellement affectées par la maladie que face à leur incapacité à combattre et à sauver leur plantation, certains planteurs ont effectivement changé de culture, sont allés vers l'EVA et le palmier. Donc ça c'est... Mais il y a encore d'autres qui résistent. Une bonne partie effectivement résiste heureusement. Mais il faudrait une approche globale. Il n'y a pas simplement que le prix, parce que même quand le prix est bon, ici il n'y a pas de production, vous voyez qu'en fait on n'en tire pas suffisamment profit. Donc il y a tout ce qui concerne l'itinéraire technique de production du cacaoyer. Il faut dire que nous avons une population agricole qui est pour l'instant analphabète, donc qui ne maîtrise pas beaucoup les itinéraires techniques, qui sont certes souvent accompagnés, formés à faire la production, mais malheureusement, il y a certaines approches nouvelles, telles que le changement climatique, telles que la déforestation, qui est aussi un élément accentuant avec, c'est-à-dire l'extension de l'agriculture. Donc tous ces paramètres-là peuvent affecter effectivement les rendements des cultures. Et il y a bien sûr les maladies et les ravageurs. Le show and shoot est une maladie, mais il y a aussi les ravageurs, les myrides et autres, qui aussi vraiment réduisent la production cacaoyère en Côte d'Ivoire. Avec Océane, on dirait que la Côte d'Ivoire représente à peu près 30% de la production 30% mondiale. de la production mondiale. Et le cacao, la manne cacaoyère représente à peu près, en Côte d'Ivoire, 15% du PIB. C'est ça. Tout à fait. Pour revenir au professeur, parce que c'est ça la bonne nouvelle. C'est clair. C'est la bonne nouvelle. Depuis que vous avez découvert cette solution, ce remède, y a-t-il un changement? Parce qu'on sait quand même que l'année dernière, on a quand même perdu 300 000 tonnes de récolte dû à ce sida du cacao. Et votre médicament apporte un soulagement général à tout le monde. En fait, les 300 000 tonnes, il faut dire aujourd'hui, il y a aussi, c'est un effet cumulé de plusieurs facteurs. Il y a certes la maladie, mais il y a aussi le changement climatique. Donc, c'est-à-dire que
toute cette perte n'est pas uniquement liée au fait de la maladie, mais il faut tenir compte du changement climatique, de la sécheresse qui aussi affecte aujourd'hui le cacaoyer en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça qu'il y a en fait une approche globale dans la lutte à la fois contre la maladie, mais aussi ce qu'on appelle la production durable du cacaoyer, le cacao durable. Et là, on va intégrer d'autres notions telles que l'agroforesterie, donc c'est-à-dire que planter des arbres, laisser des arbres en milieu cacaoyer. Et on va aussi voir en fait d'autres approches telles que les plantes barrières, qui sont en fait des techniques aussi développées par d'autres chercheurs, en l'occurrence ceux du CIRAD, pour permettre effectivement en fait une barrière qui va ralentir le mouvement du vecteur qu'est en fait la cochenille. Et il y a aussi l'approche génétique qui est développée par le CNRA, c'est-à-dire que trouver des variétés résistantes, donc qui vont résister à la maladie. Donc c'est tout cet ensemble-là, lorsque c'est mis avec, c'est-à-dire notre approche, parce que notre approche, en fait, elle est une approche, c'est-à-dire curative, une approche qui permet en fait à la plante de reprendre la production sans que en fait il y ait nécessité en fait d'autres actions. Et cela se fait en fait de façon régulière et de façon progressive avec le dosage des produits que nous avons mis au point. Donc c'est vraiment un ensemble de facteurs qui sont d'abord des facteurs qui causent cette perte, j'allais dire, de rendement, mais la part liée à la maladie est aussi considérable. Bonsoir professeur. Bonsoir. Bonsoir Franck, bonsoir Noël. Ça va? Comment ça va? Ça va bien Christian, comment tu vas? Avec vous, tout à l'heure, on parlera du champ Oui, au chocolat. effectivement. Toute cette belle industrie douce, mais juteuse. Le chocolat dont nous en raffolons. D'accord. Notons de voir Christian nous décrire un peu cette évolution de la production ivoirienne qui est record dans le monde. Oui, justement, on le sait, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. La Côte d'Ivoire représente 40% de la production mondiale, la production internationale. Et le cacao est un pilier majeur pour le pays parce qu'il contribue à 10% du produit intérieur brut et représente 40% des recettes. Moi, je disais 15%. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire attention. Ok, Christian. Voilà, donc on a rectifié un 15% du produit intérieur brut et qui représente également 40% des recettes d'exportation. Alors la production annuelle, elle est de 2 millions de tonnes de fèves de cacao et cette production a un poids considérable sur le marché mondial, qui est plusieurs fois supérieur à d'autres pays comme le Ghana et l'Équateur, qui sont également des producteurs importants dans le secteur. L'impact social, c'est que le cacao contribue à créer de nombreux emplois et à les soutenir chez de nombreux producteurs. Mais on le sait, il y a beaucoup de producteurs quand même qui vivent dans des conditions pas assez intéressantes. La transformation locale, c'est le nerf, puisque les fèves exportées ne sont pas transformées localement et ne sont pas transformées sur place. Donc le pays s'efforce. Pour la plupart. Pour la plupart, bien sûr. On parle de 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire qui vivent directement de cacao. Oui, justement. Le cacao nourrit énormément de personnes, énormément de familles et même énormément de régions. D'accord. Voilà. Avec Camille, rapidement, avant de revenir au professeur, du champ de cacao, de nos champs, aux grandes industries américaines, belges et suisses, il se passe quoi là? C'est quoi les chiffres? Ce n'est pas un hasard si la Côte d'Ivoire est appelée le géant du cacao. Comme Christian l'a si bien souligné, la Côte d'Ivoire produit à elle seule 40%, plus de 40% souvent, jusqu'à 45% de la production mondiale. Donc ce n'est pas fortuit le fait qu'elle porte ce surnom. Et sachez malheureusement, le paradoxe, c'est que la Côte d'Ivoire, elle est la première productrice, mais il y a des soucis pour la transformation. Au niveau local, on ne transforme que 20%. Sur 2 millions de tonnes, disons 2 millions à 2,5. Ce serait monté quand même à 30, non, je crois. Nous sommes à 20%. 20%. Oui, nous sommes à 20%. Il y a aujourd'hui quand même, en fait, nous sommes aujourd'hui le premier pays transformateur du monde.
Oui, mais la transformation, Avec les c'est un usines. produit semi-fini. Voilà, c'est ça. C'est Voilà, vraiment- ce n'est pas des produits finis. Tout à fait. tout Voilà, à fait, pour les produits finis, c'est plus aux États-Unis Tout et à en fait, Occident. voilà. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des produits semi-finis, en tout cas, il y a des efforts qui ont été faits. Et voilà, qui ont été faits du moins. Il y a plusieurs usines qui ont commencé C'est à ça. transformer. Usine de Transcao. Voilà, et puis, pour voilà, la à Divo aussi. voilà, surtout pour pouvoir mettre ça en produit semi-fini. C'est ça. Ça peut être le beurre de cacao, la poudre de cacao, C'est ça. mais pour ce qui est du chocolat, il reste vraiment des efforts à faire au niveau de la Tout à Côte fait, d'Ivoire. tout à fait. Il faut dire que le cacao, vu que la Côte d'Ivoire n'a pas produit comme il se devait, cela a impacté sur le prix. Et le prix du cacao à l'international a doublé de 4, a été multiplié par 4. C'est ça. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des efforts vraiment qui doivent être faits, vu que nous sommes les producteurs, les premiers producteurs, à l'instar des pays comme le Ghana et le Nigeria. Nous devons Le vraiment Ghana qui est fournir. second, mais loin derrière. Voilà, loin derrière la derrière, Côte d'Ivoire, il faut le dire. Voilà. Donc il y a C'est vraiment un des rang efforts. historique qu'on a depuis toujours, qu'on n'a Voilà. jamais laissé. À un moment, mais après, on est rapidement remonté à notre première place. Oui, il y a eu des moments où le Ghana était premier. Et par mais- après, effectivement, nous avons rattrapé Voilà. et dépassé le Ghana. Il faut dire qu'on ne bénéficie pas du fait qu'on soit sur le plan international les premiers producteurs. Parce que c'est le produit fini qui permet aux personnes de pouvoir bénéficier totalement. Avoir une marge plus Voilà. importante. Alors, ces produits finis, on parle de combien de milliards de dollars, j'imagine? C'est à 130 milliards de dollars. Sur 130 le plan milliards de dollars. international, l'Afrique ne bénéficie que de 5% sur ces 130 milliards de dollars. Vous voyez que c'est 5% très... de 130 milliards de dollars. On Voilà, produit, seulement mais- 5%. Et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. C'est tous les l'Afrique. pays. Voilà, tous Le les Nigeria, pays. le Cameroun, Voilà, ces pays qui le produisent. Ghana, voilà. Le Ghana, la Côte d'Ivoire. Ok. Effectivement. On n'a oublié personne, mais on va se lever quand même pour vous. Merci. Parce que votre résultat il est formidable. Merci. On va vous faire un banc encore Merci, avant de me merci laisser beaucoup, partir. merci. Professeur, merci beaucoup. Vraiment, Bravo, merci. bravo. Merci. je Professeur pense que- Mamadou merci, Doumbia c'est ça. est donc l'auteur du remède de la maladie du sida contre le cacao. Ça. Scholenschott. Oui, Voilà. Cette maladie que le Ghana vient de prendre à bras le corps en investissant 2 milliards de francs CFA pour la Non, recherche. 2 milliards de dollars. De dollars. Dollars. C'est dollars. Autant Ah pour oui, moi. ah oui, 2 milliards de francs dollars, CFA, je ne sais pas comment ça fait en CFA. Hein. Ah oui, non, c'est mais des milliards et des non, milliards. bien sûr, bien sûr. Alors que la solution est en Côte d'Ivoire. Oui. Tout à fait. Il serait temps. Vous devez être milliardaire, professeur. Ouais, de votre en pays. fait, En tout cas, bravo. je pense que ça viendra. Bravo. Merci beaucoup, Merci, professeur. merci à À tenir à vous vous recevoir longuement comme ça. Merci, Parce merci. qu'il faut qu'on vous dise merci. Après ces applaudissements nourris pour le professeur Mamadou Doumbia qui sauve ainsi la Côte d'Ivoire, même le monde entier, le monde du chocolat. On va recevoir nos citoyens, la cité qui parle. Donne mon terreau. Venez ici d'abord. Ça va? Ça va très Vas-y, bien. on commence par ici. Rachuta, Racha. Le chocolat choco. Le chocolat choco. Chocolat choco. Josie, Josiane. Bonsoir, bonsoir. La cité s'anime ainsi. Oui. Voilà. Ce soir, vous attendez? Oui, Toute la cité en parle. toute la cité en parle. La cité parle La de cité vous. va bavarder ce Depuis soir. 3 semaines. Rendez-vous sur le furtif. Mesdames et Ouais. messieurs. Allez. Rachuta ici. C'est ça? Ah oui. C'est ça, hein, je crois, hein, je ne me trompe pas. Hein, voilà. Montero là, Josiane là. Bonjour Bolly. Ça va, Racha? Ça va bien et vous? Ah, Pas de bis ce soir. Ça va? Ça va. ben, c'est un soir d'abstinence. Ça. Ça va, mon Péro? Je vais Ça va bien, la bien. santé? Ça va, je me porte comme un charme. Impeccable. Merci. Nous, on a gardé pour nous, pour vous, pour la cité, cette cabosse de cacao. D'accord. Vous qui ne saurez pas que le chocolat vient de ceci, voici, ça part de là. Ça se casse, on extrait les fèves, et après on fait un processus qui nous envoie vers le chocolat. Et tout à l'heure aussi, on aura un chocolatier ivoirien qui vit au Ghana, qui viendra du chocolat sur ce plateau. Ah ça. Vous qui allez partir, vous n'en mangerez pas sur le plateau. Ah, mais On tant mieux. reviendra, on va venir manger avec vous. Ça, c'est D'accord. clair. Mais tant mieux, je suis allergique au chocolat. C'est dingue ça. Quand même. Ouais. Tu rates Mettez mon quelque doigt dans chose ce chocolat. de... Ah, En même temps, moi, même non. si tu es allergique au chocolat, tu sais qu'on peut manger
La fève. Ah ouais, dans le j'aurais chocolat, rien. dans le chocolat, tout c'est... T'es sûr? s'utilise, Bon, hein. cassez-moi ça que dans je le goûte. cacao. Dans le cacao, tout s'utilise. Ah ouais, tout s'utilise dans le cacao. Même les coques, on prend pour faire du feu. Ouais. Comme quand on va à l'aventure, Ouais, effectivement. on est prêt à tout. On a une armoire. On est protégé contre toutes les difficultés qu'il peut avoir en exil. L'immigration. L'immigration professionnelle des Dans certains Africains. pays africains. Voilà, dans certains pays africains. Il y a des pays qui sont plus attractifs que d'autres, Oui, qui reçoivent des immigrants, C'est ça. dont la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Ghana et beaucoup d'autres. L'Afrique du Sud, tout ça. Bon, aujourd'hui, on prend le cas de ces trois pays, la Côte d'Ivoire, Ok. le Maroc Alors, et le Ghana. Aujourd'hui encore, on va partager avec vous une question qui revient assez régulièrement dans le monde de la diaspora. Il s'agit de l'immigration professionnelle. Alors, quels sont les... D'abord, ça veut dire quoi, ça? Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre par cette expression, l'immigration professionnelle dans certains pays africains, c'est le fait de quitter son pays et d'aller s'installer dans un autre pays afin de pouvoir bénéficier, on va dire, des avantages professionnels qu'offre... Aller ailleurs pour travailler. Voilà, aller ailleurs pour travailler, tout simplement. Plus simple. Alors, donc, autour de cette question, il y a déjà, on va dire, un facteur d'attraction. Alors, bon, on a énuméré pour vous certains points. Il y a tout d'abord, on va dire, la vie politique stable qui pousse certains Africains à aller voir ailleurs. Il y a, on va dire, la croissance économique aussi qui pousse certains pays, Quand on y va pour travailler, on va pour travailler. il faut trouver du boulot. Ouais. Du boulot qui est bien payé. Qui est bien payé. Ouais. Donc, stabilité politique, croissance économique, il y a aussi des opportunités en termes d'affaires, en termes de recrutement. Il y a la découverte, il y a également la curiosité pour certains, il y a l'accueil, il y a on va dire, le brassage culturel. Il y en a, des habitants. Et il y a certains aussi qui sont... qui ont envie d'y aller pour des questions matrimoniales. Voilà, ils sont curieux, ils se disent, bon, je travaillais longtemps ici, je prends un exemple en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas pour moi, donc je vais m'installer ailleurs pour régler toutes ces questions. Donc, ce sont des facteurs qui rentrent en ligne de compte en termes d'attraction. Alors, donc, quand on finit de vous présenter ces facteurs-là, on attaque tout de suite un autre point qui est intéressant aussi. Pourquoi ces pays-là décident, on va dire, d'opter pour des qualifications professionnelles qui viennent d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a aussi des compétences qu'ils n'ont pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est un grand pays qu'on a forcément tout le potentiel en termes de compétences professionnelles. Les États-Unis accueillent les gens dans les universités, dans les centres spécialisés. Ouais, c'est ça. Oui, il faut s'ouvrir sur le monde. Ça a causé beaucoup de problèmes, cette histoire-là. Oui, cette histoire d'immigration choisie. Ah, ça crée beaucoup d'histoires. En France. Alors, on a un exemple comme ça on pourrait comme ça vous présenter. On a le cas du conseiller spécial du président guinéen. Voilà, il y a quelques années, M. Don Melo, qui a dû s'installer, on va dire, en Guinée pour apporter son expertise concernant, on va dire, le plan d'urbanisation de ce pays qui était en voie de développement. Ça aussi, c'est un potentiel qui s'est exporté, par exemple. L'ancien président guinéen, pas l'actuel. Non, l'ancien président, effectivement. Et il y a aussi, pour le Maroc, on peut citer des jeunes dames qui décident d'immigrer au Maroc. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de potentiel en tant que tel sur le plan professionnel, mais elles sont courageuses. Donc, elles y vont pour être des nounous, parce que là-bas, ça paye un peu plus bien, par exemple. Donc, elles se disent qu'après, elles vont constituer un fonds de commerce et revenir s'installer à leur propre compte. C'est pareil aussi au Sénégal, c'est des cas aussi qui reviennent. Il y a aussi la langue aussi. Et quand on va au Ghana, on cherche quoi? Alors, quand on va au Ghana, on se dit que, bon, il y a la stabilité politique, hein, ou bien il y a plus d'argent, par exemple. Donc, on a envie d'y aller pour découvrir. Il y a plus d'argent au Ghana qu'en Côte d'Ivoire. Mais bon,
Sinon, on y va pourquoi? Pour la C'est ce qu'on fête. pourrait se dire. Pour la fête, Ah, parce je dis pour la que nous, fête. on sait qu'au Ghana, en fait, c'est vraiment la Niveau fête. fête, Niveau ouais. fête, ils sont dans un autre monde. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. ils La ont Côte un d'Ivoire, peu c'est la voir fête. avec la Côte d'Ivoire? Oui, il y a une Ah ouais? concurrence, en fait. Parce qu'il faut savoir que là-bas, même à la plage, c'est la fête. En fait, c'est vraiment... Les gens, ils vont vraiment pour découvrir une autre... vie, facette une de autre la vie, fête. une autre facette de la fête. Incroyable. Alors, et ce personnel qui se déplace aussi a quand même des atouts à proposer. Voilà, ils sont courageux parce que le fait de quitter son pays c'est une sorte d'aventure, hein, d'aller ailleurs. Il faut s'armer de courage. Ils sont courageux. Ils ont un potentiel pour certains en termes de diplôme. Hein. D'autres, ils ont de l'expérience, par exemple. Donc, l'un dans l'autre, ce sont des atouts qu'ils proposent à ces employeurs qui vont trouver dans ces pays africains-là pour avoir la possibilité d'avoir du travail. Et puis, pour certains, c'est beaucoup plus autour du salaire, par exemple. Voilà. Alors, le salaire est plus élevé. Mais il y a quand même des défis à relever. Voilà. Il y a beaucoup de concurrence dans ces milieux. Beaucoup de concurrence, la pression au niveau social, il y a des interprétations, il y a des informations qui reviennent. Donc vraiment, c'est un milieu. C'est un environnement qui est très difficile à cerner parce que c'est une sorte, on va dire, d'aventure, comme je viens de le dire. Donc, il faut s'armer de courage pour pouvoir vivre ces expériences professionnelles. Ça réussit. Hein, on peut dire qu'il y a des cas qui réussissent pour d'autres. Il y en a. C'est très dur pour d'autres. Pour d'autres, ça ne réussit Un de ces pas. jours, tu vas nous faire un peu un gros plan focus sur les métiers recherchés par les gens qui quittent le pays pour l'ailleurs. D'accord. C'est intéressant. Et je veux revenir sur un autre point concernant le Maroc. Par exemple, au Maroc, les Africains subsahariens, c'est-à-dire du Congo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, voilà, n'ont pas de travail, on va dire, même quand ils sont diplômés. C'est un peu difficile pour eux. Ils se résument à faire le travail est fermé et ils vont quand même. Mais ils vont quand même parce que, bon, ils se contentent peut-être de faire des affaires ou de travailler dans le secteur, on va dire, assez accessible pour ne serait-ce qu'espérer avoir mieux que ce qu'ils ont dans leur pays. Voilà, il y a déjà ça. Et si voilà la vie des gens qui quittent le pays pour aller ailleurs. C'est ça. C'est pas toujours mieux, mais on y va quand même en espérant avoir mieux. On y va aussi pour s'instruire, quoi. Je veux dire, oui, pour s'instruire aussi, il y a la langue aussi. Parce qu'il y a des formations peut-être qui sont beaucoup plus accessibles que dans son propre pays, mais voilà, où les possibilités d'y rentrer sont beaucoup plus faciles. Mais quand c'est deux pays du même niveau, on cherche quoi? Quand tu quittes la France pour l'Espagne ou l'Espagne pour la France? Non, mais quand on quitte la France pour aller en Espagne, c'est simplement pour bénéficier de la langue. Et puis, on a peut-être un faible pour... J'en sais rien, moi, je dis n'importe quoi. On a un faible pour la paella, par exemple. La nourriture, oui, la paella, la c'est la nourriture. Et quand on quitte l'Espagne pour la France, on a un peut-être... pour le fromage, hein. Oui, pourquoi pas. Enfin, j'en sais rien, moi. On va bien en Côte d'Ivoire, on a un non, mais faible je dis ça. Pour le Côte d'Ivoire, c'est l'accueil qui le revient foutou, à chaque le fois. fou, tout ça. L'accueil revient, on trouve Ah qu'en oui. Côte d'Ivoire, il y a beaucoup plus d'ouverture, les On gens est sont beaucoup plus plus accueillants, l'accès au travail un peu plus facile par rapport à certains autres pays où on te dit carrément qu'il faut parler telle langue, qui est la langue de la communication langue et locale, tout ça, voilà. il n'y a pas de langue... Donc c'est compliqué. Donc pour avoir une nette idée sur toute cette question qu'on vient d'aborder ce soir, nous allons vous présenter, on va dire, un élément. Voilà, un témoignage voilà, d'un Ivoirien au Ghana, qui allait s'installer au Ghana. Qu'on peut te recevoir tout à l'heure, parce qu'il a fait, on va dire fortune, mais il a quand même créé quelque chose d'important au Ghana. Oui, c'est ça. On le voit, puis on revient tout de suite. Ok, c'est ça. Bonjour, je suis M. Douba Eric. Je suis résident au Ghana, ça fait 25 ans. J'ai dû quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana, travailler comme chef de cuisine dans un restaurant gastronomique. Pendant 2 ans, ça n'a pas marché, faute des clients, parce que là où je travaillais, ils ne sont pas friands de la cuisine française. Et après ça, il y a eu un emploi dans un hôtel de 4 étoiles, appelé Golden Tulip. Pendant 15 ans, j'ai dû travailler comme chef de cuisine
et après devenu chef pâtissier. Et après les 15 ans, j'ai créé ma propre entreprise, c'est une ONG appelée Golden Chef Foundation. Voilà. Nous sommes chargés de la formation des jeunes dans le domaine culinaire et aussi les compétitions telles que le Bocuse d'or, la Coupe du monde de pâtisserie et de boulangerie. Il faut dire, il y a beaucoup de réalités au Ghana. Si une personne qui veut aller s'installer au Ghana pour travailler dans le domaine culinaire, mais dans l'hôtellerie, il faut que, la personne ait la langue, pour qu'il soit, au moins qu'il parle bien l'anglais, ou bien qu'il ait au moins des notions en anglais pour pouvoir communiquer, sinon ça va être un peu compliqué. Et de deux, il doit être fort mentalement, accepté, parce que un peu le choc quand tu es étranger, et que la manière que pour s'insérer dans le tissu ghanéen, c'est un peu compliqué. Mais il doit tout accepter et pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'il est là-bas, pour continuer et à travailler. Il faut dire qu'il y a vraiment de l'emploi. Le Ghana, en matière d'hôtellerie, il y a beaucoup d'établissements qui ouvrent, mais il n'y a pas de le métier, il y a pas de, on a besoin de personnes qui sont professionnels. Or, le Ghana n'en a pratiquement pas. Parce qu'ils ne sont pas, en matière culinaire, ils sont beaucoup locaux. Voilà. Même le côté de la boulangerie-pâtisserie, il n'y a pas de boulangerie-pâtisserie comme ici, comme on a, c'est seulement dans les grandes surfaces. Donc, celui qui veut vraiment s'aventurer dans le Ghana, moi, je l'encourage, mais qu'il soit beaucoup courageux, qu'il sache pourquoi est-ce qu'il va. Voilà. Donc, merci et à bientôt. Merci, Josiane. De rien. Un plaisir. Celui qui vient, son métier, lui, c'est de vendre l'image de l'art ivoirien en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, à Abidjan. Exactement. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'art, de la peinture? Vraiment, avec le cœur ouvert, est-ce que vous pensez que la peinture nourrit son homme? Est-ce que vous pensez que la peinture... Mais la peinture, enfin l'art, en général, dans certains pays, ça nourrit son homme. Surtout en Afrique. L'art est abstrait. En Afrique, je veux dire. En Afrique, c'est encore compliqué, mais il y a certains qui s'en sortent quand même. Ouais. On espère que tu nous parleras de quelqu'un qui vit que de son art et rien d'autre. C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on parlera de Abidjan. Elle aime là, ma petite. Bah oui. Vas-y. J'adore, je ne vis que pour ça. Let's go. Bah oui. Il ne faut pas être dans l'excès. Le monde entier est fait d'art. Votre langage, c'est de l'art. Votre manière de vous tenir, c'est de l'art. La manière dont vous vêtissez, c'est de l'art. Comment vous vous coiffez, c'est de l'art. Même le style de vos lunettes aujourd'hui, c'est un design et c'est de l'art. Notre vie est entourée d'artistes et des choses qu'on n'imagine même pas qui reflètent une perspective, c'est de l'art aussi, on va dire que c'est de l'art. C'est de l'art. Donc, on parlait tout à l'heure de Abidjan, de son vrai nom, Abdoulaye Diarra Souba, qui vit effectivement, lui, de son art. Il s'est fait connaître aujourd'hui, en 2011, grâce à une toile qui a laissé tout le monde bouche bée. C'est une toile qui a été faite pendant la crise socio-politique, bien sûr, de 2010 à 2011. Après ça, il s'est fait tellement connaître et aimer qu'il a été propulsé au rang d'artiste peintre. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a certaines personnes qui le refusaient, qui refusaient des expositions de lui, qui le refusaient simplement. Il a fallu juste une toile pour qu'il soit connu. Et aujourd'hui, Abidjan est le meilleur, je ne dis pas est l'un des meilleurs, est le meilleur artiste peintre de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à discuter. Tous les jeunes, en tout cas de ma génération, qui sont peintres, veulent lui ressembler. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur, tout simplement. Ouais. D'ailleurs, en 2022, sachez qu'il a vendu 75 toiles et une toile à plus de 300 millions de francs CFA. Ok. Il vit vraiment de son art. Mais il fait quoi comme toile? Il fait de l'art nouchi. Vous aurez l'occasion de vous allez voir à l'écran. On verra. Voilà, on voit actuellement à l'écran une des toiles d'Abidjan. Il fait de l'art nouchi et il faut savoir que sa vie n'a pas toujours été celle
qu'elle est aujourd'hui. Il a aussi vécu dans la rue. Il a aussi eu sa part, comme on dit, de vécu. Il faut savoir que lorsque tu es par terre, moi, c'est juste un conseil, parce que j'aime donner des conseils, comme vous le savez. Lorsque tu es par terre, lorsque tu as l'impression que rien ne tourne pour toi, lorsque tu as l'impression que tu es au plus bas, sache que c'est maintenant que ta vie commence. Parce que tu ne connais pas demain. Et peut-être demain sera comme pour Abuja, avec une valeur de 300 millions de francs CFA. Pour tous ceux qui disaient que l'art ne nourrissait pas son homme, vous avez l'exemple palpable. Abuja, c'est plus qu'un exemple. C'est une incarnation de l'art, pas n'importe quel art, la peinture. Et oui, ça fait vivre son homme. Si j'étais à Abuja, je le prendrais comme attaché de presse ou quelque chose comme ça. Alors, vous connaissez maintenant Abuja? Je ne connais pas encore, mais bon. Mais je ne sais pas, Josiane, toi qui es dans les vernissages, en longueur de temps. Je ne connais pas personnellement, mais je remarque un peu cette toile, c'est extraordinaire. Et je connais cette histoire autour de cet artiste qui dit qu'il a été refusé dans une galerie parce que le critique d'art qu'il a reçu ce jour-là n'a pas eu confiance en l'œuvre qu'il a présentée. Il a rejeté carrément. Et aujourd'hui, il regrette. Hein. Il le dit. Il dit pas c'est la vie, hein. Il y a des moments où c'est difficile. C'est vraiment dommage quand même. Comme il faut le dire, un refus ne veut pas dire être par terre. C'est terminé. Même si aujourd'hui on te refuse quelque part, ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut dire que la personne n'a juste pas vu ton potentiel. Et surtout que l'échec, c'est le début de la réussite. Exactement. Je connaissais le Noussi, la langue, mais... Racha. Je connaissais le Noussi, voilà, mais je ne savais pas qu'on pouvait l'exprimer à travers de la peinture, quoi. C'est vraiment intéressant. Par contre, ce qui est régulier aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Alors on voit l'impact de ces réseaux sur la santé mentale des gens, l'impact des réseaux sociaux sur la santé mondiale. Est-ce qu'on est ainsi imprégné dans les réseaux sociaux, est-ce qu'on s'en sort pas avec quelque chose de un peu bizarre? J'aimerais bien prendre mon exemple. On va parler donc des réseaux sociaux. À un moment de ma vie, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais en retard, mais à tous les niveaux. Sur Snapchat, tout le monde a une voiture, tout le monde a une maison, tout le monde s'est marié, tout le monde a un travail. À force de rester sur les réseaux sociaux, vous aurez l'impression d'être dernier, mais à tous les niveaux. Je vois Racha qui hoche de la tête non, mais c'est trop vrai. C'est trop vrai, en fait. Non, mais franchement, j'avais l'impression d'être la dernière, quoi. Voilà. Donc, malheureusement, avec les réseaux sociaux, on fait du suivisme aussi moutonnier. Alors, je prendrai le cas de Facebook. Si tout le monde est pour l'homosexualité, si vous tournez à droite alors qu'ils sont à gauche, vous prenez une vague de haine. Donc, on a ce suivisme moutonnier que je n'aime pas sur les réseaux. Donc, on va énumérer ça. Donc, on a le suivisme moutonnier, on a cette baisse d'estime de soi que j'ai eu à vivre moi-même. Je peux en témoigner. Il y a le scrolling automatique. Donc, dès qu'on est sur les réseaux, on a le doigt comme ça et paf. C'est vrai. On ne voit pas le temps passer. 18h, 19h. Et malheureusement, on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, si tu n'aimes pas voir certaines choses, malheureusement, avec Facebook, Snapchat, bref, peu importe les réseaux sociaux, tu tombes sur du contenu offensant. Donc, c'est le problème avec les réseaux sociaux. On voit de tout et de n'importe quoi. On a aussi le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui n'arrivent pas à différencier les réseaux sociaux et la réalité. Aujourd'hui, on prend des jeunes qui ont des millions de vues. Ils ont l'impression qu'ils sont les rois du monde. Ils ont l'impression qu'ils ont réussi leur vie. Mais une fois que vous partez chercher du boulot, laissez-moi vous dire que ce n'est pas tout le temps que les j'aime vous aident à gagner du travail. Je ne crache pas sur les influenceurs. Avec les réseaux sociaux, plein de personnes arrivent à se nourrir, à se vêtir. Donc, c'est devenu un rêve pour plusieurs. Mais il faut faire la différence. Est-ce que j'arrive à faire le lien? Est-ce que je sais quand je suis dans la vraie vie ou quand je suis sur les réseaux sociaux? Alors, pour les plus jeunes, faites attention, on a les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout ce qu'on vous montre qui est vrai. Restez la tête sur les épaules. Juste une pause. La vie sur les réseaux, c'est un peu comme la pub. Hein. Chacun fait sa pub, chacun se met dans le monde qu'il veut, qu'il rêve d'avoir. Souvent des vies qui n'existent pas. Oui. Ouais, malheureusement.
Non, à la bon, recherche de j'aime, de Après, commentaires, de je pense partage. Je pense que depuis la création quand même des réseaux sociaux, je crois que beaucoup se sont rendus compte quand même que ce qui se passait là-bas, c'était des vies virtuelles. Oui. Mais c'est toujours bon d'en parler, franchement, c'est toujours bon d'en parler. Surtout tu fais bien pour les d'en parler, plus jeunes. pour les plus jeunes, mais justement, il faut qu'il y ait des seniors à côté d'eux pour les guider. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours la confrontation entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'extérieur. Mais je crois que bon, depuis un certain moment, les gens ont compris quand même que c'était du virtuel, quoi. Enfin, je veux dire, ceux qui n'ont pas encore compris. C'est toujours bon de le rappeler, comme je dis, mais... c'est toujours bon, c'est toujours bon de le rappeler. Et puis pourquoi pas, les gens qui ont envie de montrer leur vie, même si ce n'est pas vrai, ça... Après, on est dans un monde de voyeurs aussi. Pourquoi pas? Parce qu'ici, il y a des gens qui montrent, c'est que forcément, il y en a qui ont envie de voir. Après, c'est pas vrai, mais s'ils affichent, c'est qu'ils l'ont fait, donc c'est à moitié vrai. Oh, tu sais, il y a des gens qui affichent plein de choses, mais c'est pas ce qu'ils vivent. Hein. T'as vu? Je me demande ce qu'on serait sans les réseaux sociaux. On vivait bien avant sans les réseaux sociaux. On demande à Boli, il vous dira. Non, mais on vivait bien avant sans les réseaux sociaux. Je veux dire, moi, j'ai pas... C'était quoi? Qu'est-ce que vous preniez pour faire utile passer le temps? aussi. Parce que nous, on est toujours comme ça. Il y avait des lettres, je pense, à l'époque. Non, mais parce que le truc, c'est que... Alors, quand tu me poses cette question, moi, ça me dérange parce que j'ai l'impression que tu sous-estimes l'être humain. La force de l'être humain, c'est de savoir s'adapter à toutes les époques. C'est-à-dire que si on te prend aujourd'hui, on te met dans la forêt amazonienne, au départ, tu te sentiras perdu parce que tu auras un esprit comparatif. Tu vois, un esprit comparatif par rapport à ce que tu as l'habitude de vivre. Mais crois-moi qu'au bout d'une semaine, tu vas t'adapter. Une semaine Au seulement? bout d'une semaine, voire 10 jours. Il suffit que tu formalises ton esprit, tu t'adaptes. C'est ça la force de l'être humain. On a des capacités incroyables qu'on n'imagine même pas. Avec les réseaux sociaux, On s'habitue aux choses. Non, les réseaux sociaux, pareil. On s'habitue aux choses. Bien sûr. D'autres vont arriver après aussi. Pour l'instant, ici, ce à quoi on s'est habitué, c'est de chercher croiser un moment important de cette émission. Toute la cité en parle. La légende, commençons par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parle. Force à vous forcer. MPK qui arrive, Ami et Océane. Elle est toute belle. Elles sont toutes belles. Oh, salut, comment ça va? Une semaine de maladie, Toute la cité en parle. Toute la cité parle de vous. Comment vous allez? On va super bien et toute la cité parle de nous dans nos différentes communes. Oui, Ami, MPK, Marie-Paul Kwasi et Océane, vous de vous revenez. La cité parle de vous et nous on fait que le relais de la cité en disant la cité. Et voici les belles filles de la cité. Ils ne sont pas que belles, elles en ont plein la tête. C'est la différence. Impeccable. Les femmes dans la politique ivoirienne. Effectivement, alors Franck, quand on parle de politique, généralement on ne pense qu'aux hommes en costume, assis dans leur bureau ou encore des hommes en train de faire de la politique dans les rues, les campagnes électorales. Pourtant, il y a aussi des femmes. Et effectivement, les femmes dans la politique, malheureusement, il n'y a pas forcément un fort taux, mais j'essaierai de vous faire l'itinéraire des femmes en politique depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Depuis l'Antiquité? L'Antiquité. Très très loin. Essayons de voir. Essayons de voir parce qu'il faut savoir que la politique n'est pas seulement que pour un seul genre. La politique, c'est aussi l'histoire des femmes. Par exemple, en Europe, les femmes ont ouvert la voie de la Finlande en passant par l'Espagne. Il faut dire que les femmes dirigent, les femmes s'imposent, les femmes influencent. Mais même là-bas encore, c'est très difficile parce que d'après quelques recherches que j'ai faites, c'est plus de 60% de femmes qui sont utilisées très généralement dans les institutions et tout. Et quand on vient sur le continent africain, il faut dire que la marche est encore lente, mais il y a des pays qui essaient de s'y mettre. Par exemple, le Rwanda. Il faut dire que le Rwanda fait un très fort taux de femmes présentes dans la politique, des institutions. Elles sont dans les partis politiques, dans les organisations et tout. La preuve ici, je lis, il y a 60% des femmes qui sont dans le Parlement au Rwanda. Au Rwanda, et c'est un record mondial. Le Parlement rwandais justement représente 60% des femmes. Et c'est un record mondial.
C'est un record mondial. Et il y a d'autres pays autour aussi en Afrique qui essaient de s'y mettre. Les femmes essaient de s'imposer dans les partis politiques, les organisations et tout. Alors, qu'est-ce qu'on dit chez nous en Côte d'Ivoire? Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, l'histoire commence en 1952, quand les femmes obtiennent le droit de voter. Et la première femme ministre de Côte d'Ivoire, qui est... Point d'interrogation, qui connaît, hein? Jeanne 10 Gervais. 000 francs pour quelqu'un. Jeanne Gervais. Non. Hein? Jeanne Gervais. Parfait, merci Franck. On a calme. Mais oui. C'est quoi ce quiz de radin là? Ce quiz de radin. C'est pour ça que je m'en réponds. 10 000 francs, c'est quoi? Seulement 10 000 francs, bon. C'est bien ça, quand même. Voilà, 10 000 francs quand même, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a, 10 000 balles? 10 000, ça paye le yongo, quand même, vous savez. Alors justement, comme je le disais, tout part depuis Jeanne Gervais, qui était la première femme ministre de Côte d'Ivoire. Comment on dit la politique moderne? Parce que quand on suit l'évolution des femmes à travers l'océan, ça fait longtemps qu'elles dirigent, mais la politique moderne ivoirienne, on va quand même dire Jeanne Gervais, on y va. Oui, justement, en fait, il faut dire que c'est une pionnière aussi qui a porté aujourd'hui toute une génération, parce que les autres dames qui sont venues après, elles l'ont suivi, mais 60 ans après, il faut dire que le terrain politique mené par les femmes est encore bas, parce que les femmes se disent généralement que la politique c'est pour les hommes. Il y a plusieurs stigmatisations qui sont mises en place, plusieurs idées. On a très souvent de mauvaises idées en fait des femmes qui font de la politique, parce qu'on se dit que les femmes sont plus occupées dans les foyers, les enfants, au travail. Donc ça devient un peu compliqué, mais bon, on essaie de s'y faire. Il y a des femmes encore qui s'imposent, comme des femmes en politique. Je peux citer quand même quelques noms. Si vous voulez, moi je peux faire un petit quiz. Hein. On prend les trois grands partis ivoiriens. C'est un quiz à 10 000 francs là. Oh non, 10 000 francs. 3 grands partis ivoiriens, on va voir les femmes qui ont émergé, en pensant aussi au PIT avec Angèle Inosoa déjà. On prend le RDA à l'époque. Le RDA, le RHDP. Kandia Camara, je pense. Kandia Camara, elle a beaucoup été porteuse de lutte, meneuse de lutte aussi pour ce parti-là. Henriette Dagré, qui est l'une des pionnières donc, du RDR. Il faut dire que c'est elle-même qui a beaucoup milité. Elle s'est donné corps et âme pour que ce parti-là soit au pouvoir. Et nous la saluons un moment parce que... On prend donc le FPI, qui est on prend le FPI dans originel, les femmes qui... Simone et Yves. C'est ça. Et puis, j'ai bien aimé l'autre, mais j'ai carrément oublié son nom, l'autre dame. Elle avait un nom un peu compliqué, mais... compliqué. Je pense que c'est ce qu'on a dit là, non? Parce qu'elle... Tu as dit, ah bah oui, c'est vrai. C'est ça, non? Oui, c'est pas facile à prononcer. Il y a une factuelle qui est... Grégbe, pardon. Désolée la maman, si j'écorche. Vous ne voyez pas. Une autre actuelle qui est encore là encore. Qui est encore là? C'est Bonique Lavie? Non, c'est pas... J'ai oublié. Elle était ministre. Bonique Lavie était ministre. Oui, ministre, elle essayait de... Mais il y a une autre... Bon, voilà. Mais il y a une autre... C'est souvent au devant de la lutte, très souvent. Oui, j'ai... Au FPI? Oui, au FPI, c'est actuellement même. Je crois qu'elle avait je crois que c'est pas l'avocate. Elle n'était pas là dans les débuts, si peut-être que je me trompe. L'avocate, c'est qui? C'est qui il y a une... Non, je ne pense pas que ce soit elle, parce qu'elle, c'est vraiment... On revient au PDCI. Les grandes dames du PDCI... Yasmine Awenia, peut-être. Bon, elle, c'est récent. Elle a pas occupé, voilà, elle n'a jamais occupé un poste. Mais elle fait partie des pionnières aussi. Elle a beaucoup lutté pour ce parti-là, je pense. Oui, enfin, elle a porté sa pierre à l'édifice. Je peux essayer de... Non, peut essayer. Oui, en tout cas, il y a... Hortense à Kangui. À Kangui. Oui, peut essayer. Personnel, oui, Hortense à Kangui. Donc voilà, les femmes sont dans la politique. Oui, vous voyez que quand même, on a mis du temps à trouver le nom des femmes. Parce que c'est encore fille, c'est ça. Voilà. Alors, j'ai fait des recherches sur certains chiffres. Par exemple, en Europe, il faut dire que les femmes représentent 33% des députés et 35% des membres de gouvernement. Et en Afrique, elles occupent 26% des sièges parlementaires et 24% des postes ministériels. En Côte d'Ivoire, seulement 13% des députés, malheureusement, sont des femmes. Moins de 10% des ministres. C'est encore bas.
C'est encore bas. C'est encore Fais un effort bas. encore. C'est encore très bas. Je pense que si on m'avait voté pour les élections, peut-être que tout ça aura Tu changé. n'as pas voté? Mais j'ai pas eu d'argent. Oh là là, c'est l'argent qu'il fallait. D'accord. Bon, bah, vous reviendrez, enfin, tu reviendras Au en législatif, 2030. En 2030. Tu es encore toute jeune. Pour la préfecture, je crois que c'est 3% des femmes. Aujourd'hui, on a 3% des femmes très bas. préférences. Franchement, c'est très bas. Il faudrait Mesdames, qu'on laisse un peu les faut vous réveiller. casseroles, tout ce qu'il y a autour pour... On doit se mettre à la politique. C'est très important parce que généralement, les gens pensent que la politique est seulement que pour les hommes. Non, mais après aussi, je peux comprendre parce que certaines personnes disent qu'il y a tout un danger derrière. Vous voyez, une femme ne va pas se mettre devant aller faire des marches ou encore venir s'exposer. Pourquoi pas? Mais les femmes en Afrique sont très peureuses. En Europe, peut-être que c'est différent. En Europe, peut-être que c'est différent, mais en Afrique, quand même. Il y a des femmes très courageuses en Côte d'Ivoire. Oui, justement, qu'on a assisté Ça va venir. et tout. Ça va Et venir. MPK en fait partie. D'accord. MPK, merci. Je vous en prie. Et la prochaine fois, vous serez. Ne vous en faites pas. J'espère que j'aurai de Je voterai l'argent vous pour la ma prochaine fois. campagne. Et SOS pour un peuple de Côte d'Ivoire qui est en voie de C'est ça. disparition. C'est ça. Océane. Oui. Mes citizens d'amour, ce soir, je fais un SOS pour un peuple qui est en phase de disparition. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'il faut les classer chez les Mandés ou il faut les classer chez les Akans. Alors, je vous explique. Le peuple Nguet, ou appelé Beng, est une population d'Afrique de l'Ouest. Donc, l'histoire Beng traduit principalement que cette tradition a été faite oralement et donc lié à une migration depuis le nord vers le sud, c'est-à-dire de la Haute-Volta qui est aujourd'hui le Burkina Faso jusqu'en Côte d'Ivoire. Alors, leur ancêtre fondateur qui s'appelait Woro Diaby était cultivateur de cola. À la suite de cela, il a décidé de se déplacer avec ce petit monde qui drainait jusqu'en Côte d'Ivoire. Arrivé jusqu'à la région du Komissé, dans le sud Komoé de la Côte d'Ivoire. Woro Diaby a obtenu l'orientation et surtout la redevance de s'installer sur une parcelle de terre ici en Côte d'Ivoire. Il aurait donc fondé son village qu'on appelle le nom de Diaby Clé, ce qui veut dire le village de Diaby. Il a eu l'accord avec le roi qui s'appelait le roi Ando, qui lui a demandé de payer 3 bassines d'or avec un bœuf gras. Et comme vous savez, les nordistes sont des bergers bien émérites. Il lui a donc offert 3 cuvettes d'or. C'est beaucoup quand même. Hein. Moi, si tu me donnes 3 cuvettes d'or tout de suite là, c'est sûr que je gagne en tangente. Donc 3 cuvettes d'or et un bœuf trop gras pour avoir une parcelle de terre. Et donc parmi eux, tout ce qui les différenciait, c'était la langue. Eux, ils parlaient le mandé et ceux du roi Kli parlaient l'akan. Au fur des années, ils se sont donc brasés, ils ont eu des enfants, ils ont fondé une autre population qui parlait à la fois le mandé, qui parlait à la fois le Mbeng. Et comme on ne sait pas où les classer, on ne sait plus si on doit dire des Mandés du Sud ou on soit dit les Akans, ce peuple-là commence à disparaître. Et au fur des années, il se retrouve aujourd'hui dans la préfecture de Mbayakro. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait plus. Mbayakro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Ils sont combien aujourd'hui? Ils sont plus beaucoup, on dira peut-être 10% d'eux sont encore là. Et plus qui vaut peut-être, je dirais... 100 000 Peut-être 100 000. On n'a pas eu un taux d'estimation parce qu'on ne savait pas où les mettre. Ils parlent encore manding, ils parlent encore baoulé. Donc du coup, on les appelle les beng. C'est un mélange de mandé et de baoulé. Donc du coup, on espère vraiment que ce peuple-là renaîtra de ses cendres parce qu'ils sont aussi cultivateurs, bien qu'ils soient aussi des chasseurs, avec la coutume sud-comoé. Vous savez que là-bas, c'est la culture, c'est la pêche. Du coup, ils se sont embrasés. Donc c'est un SOS. J'espère que ce peuple-là pourra renaître de ses cendres et on aura donc une fixation. Voilà, c'était pour aujourd'hui la petite histoire avec le peuple Mbeng. Océane Ouattara. Oui, l'océan bleu, hein. L'océan, il sera bleu demain samedi. Il sera bleu demain samedi pour l'instant. C'est une histoire, on va dire, un peu triste. Un peu triste, bien sûr. L'océan reflète les humeurs. Ce soir, l'océan est un peu triste. Un peu triste parce que c'est quand même des cultures qui se meurent. C'est quand même des valeurs qui se perdent. On ne sait pas exactement où les mettre, s'il faut les mettre chez les Mandés ou il faut les mettre chez les Akans. Donc c'est quand même une culture qui disparaît. Et c'est un SOS. Et comme les pratiques disparaissent aussi, hein, aujourd'hui on parle du live shopping qui révolutionne le commerce. Oui. Là c'est ami. Quand on parle d'économie, c'est ami. Effectivement, Franck, le commerce change de visage. Plus besoin de toquer aux portes pour pouvoir
commercialiser ses produits, encore moins les poser sur des présentoirs derrière les vitrines. La donne a changé. Tu restes juste dans ton canapé et tu peux t'acheter ou acheter des produits ou des services juste à partir de ton écran de téléphone. C'est ce que nous appelons le live shopping. Ça a commencé en Asie, précisément en Chine. Ça s'est plus développé dans les années 2016. Et pendant la pandémie, ça a pris de l'ampleur dans tous les pays, y compris en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, 38% de la population utilise Internet. Donc, c'est un marché potentiel énorme et tout le monde a compris cela. Et les grandes enseignes sollicitent les influenceurs, comme on les appelle en Côte d'Ivoire, les personnes qui ont pion sur rue, pour pouvoir commercialiser leurs différents produits. Et ça, en tout cas, ça marche énormément vu que nous sommes à 280 milliards de francs CFA dans le e-commerce. 280 milliards de francs CFA par an dans le e-commerce. Voilà, seulement en Côte d'Ivoire. Ça prend beaucoup de l'ampleur. Voilà. C'est tellement facile. On sollicite la plupart du temps les personnes qui ont pion sur rue pour pouvoir commercialiser les produits. Via votre téléphone portable, vous concluez vos achats. Merci, Ami. Je vous en prie. Vos habitudes, qu'on va peut-être amplifier tout à l'heure avec le monde digital, avec Nathalie Moulari. Mais merci pour tout. Je vous en ce soir. prie. Mesdames et messieurs, vous savez désormais qu'on ne va pas au marché comme avant. De chez soi, on peut faire son marché. C'est clair. Merci, les filles. Merci, Franck. C'était le tableau 2 de toute la cité en parle. Le tableau 3 arrive. Christian qui revient. Christian, ce sera l'heure de Un homme, une histoire. Oui. Asseyez-vous. Vous êtes assis là? Oui. D'accord. Puis avec vous, on va entrer dans le monde digital avec Nathalie. Toute la cité en parle. Asseyez-vous. La légende, commençons par ici. Il faut être ici pour exister. Avant d'aller dans ce nouveau monde digital, on va aller dans le monde des hommes tout court. Force à vous forcer. Les hommes avec grand H. Ouais. Un homme, une histoire, ça fait partie des gens qui tracent leur chemin et qui marquent leur temps. Aujourd'hui, on parle. Aujourd'hui, on parle d'une légende qui est, c'est vrai, partie brusquement, mais qui reste dans nos cœurs. Et même pour les plus jeunes qui ne l'ont pas connu, quand ils découvrent ces vidéos, ils sont subjugués parce qu'ils ont l'impression de vivre l'art dans toute sa quintessence et ils ont l'impression également de vivre l'origine, je dirais, de l'art ivoirien dans toute sa dimension. Parce que celui dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Ernesto Djedje, chanteur, poète, danseur. Et moi, je suis vraiment tombé sur ces vidéos. Je regarde, j'ai presque des larmes aux yeux. C'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'a envie d'aimer l'art, qui m'a donné envie d'aimer l'art, aimer la musique. Et je crois que on le dit souvent. Et c'est pas. Christian, on va regarder. Après, on fera. C'est tout ça. On va regarder. On regarde déjà le parcours exceptionnel de Ernesto Djedje. Il est le roi du Ziglibiti. Découvrons ce soir le parcours exceptionnel de ce musicien hors pair, Ernesto Djedje. Né en 1947 à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, et surnommé le Nyonwantré national, l'épervier ou encore le roi du Ziglibiti, Ernesto Djedje, de son vrai nom, Ernest Djedje Bléloué, est un musicien polyvalent, chanteur, danseur ou encore poète. Ses premières expériences datent des années 1964-1965, où il apparaît dans l'orchestre Les Antilopes à 16 ans. Et c'est justement là qu'il est repéré par Amédée Pierre, grande figure de la musique ivoirienne. En 1968, Ernesto Djedje part en France. Son premier disque, Anoa, est le fruit d'une collaboration avec François Louga et Manu Dibango qui rencontrent tous deux dans l'Hexagone. Il va sortir 6,45 tours, un single, durant les 3 années qui vont suivre. Il signe son retour en Côte d'Ivoire avec le San Pedro Orchestra qu'il va diriger avec succès. En 1975, Ernesto Djedje sort Albicet qui va le propulser au sommet de son art. En 1976-1977, il est élu meilleur musicien de l'année par le référendum Ivoire Dimanche. L'année 1977 sera historique pour la musique ivoirienne. En effet, Ernesto Djedje sort
Ziboté, l'album qui va imposer pour la première fois une danse traditionnelle ivoirienne en Afrique. L'Union Entrée Nationale écrit également une nouvelle page de la musique ivoirienne. Il est le premier artiste ivoirien à faire des tournées dans la sous-région, en Afrique centrale et même chez les anglophones, le Libéria notamment. Cet artiste hors pair, véritable bête de scène, atteignant presque 2 mètres de haut, jouissait d'une popularité immense, tant chez les mélomanes que chez le régime ivoirien de l'époque. Avec ses célèbres déhanchés, Ernesto Djidji inspire une bonne partie de la nouvelle génération de chanteurs africains. C'est son Ziglibiti qui entraîne le Zouglou dans les années 90 et plus près de nous, le coupé décalé. Artiste atypique, Ernesto Djidji figure parmi les légendes de la musique ivoirienne et avait un destin mondial. Hélas, sa course fut stoppée brutalement le 9 juin 1983 à Yamoussoukro. Alors voilà, c'est donc Ernesto. Djidji, oui. Un bout de son parcours. Oui. C'était un monsieur particulier. Oui, particulier, oui. Il a appris la musique du terroir pour en faire quelque chose d'exportable. Oui. C'est pas toujours que ça arrive. Justement. C'est arrivé avec lui. C'est arrivé naturellement. Ziboté a permis en tout cas d'imposer une danse traditionnelle ivoirienne en Afrique. C'est déjà un grand exploit. Et comme on l'a vu dans la vidéo, il a été pratiquement le premier artiste ivoirien à faire des tournées dans la sous-région. Alors ça c'était quand même il y a un bout de temps. Aujourd'hui, le monde digital, il y a des choses extraordinaires. Et Nathalie, quand on parle digital, elle lève la main. Hein. Tout à fait. Nathalie. Merci Franck. Bonjour les citizens, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Moi ça va. Alors aujourd'hui, c'est le digital à la maison. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, donc, on va ouvrir la porte d'une maison connectée. Et cette maison-là, c'est une maison qui pense à nous et en même temps qui fait beaucoup de choses pour nous. Voilà. Alors, je pense qu'on va parler d'abord de domotique. La domotique, c'est quoi? En fait, c'est toutes les technologies de la maison en fait, qui automatisent les outils en fait, qui nous permettent. Je sais ce que c'est la domotique. C'est bon? Pour vous qui parle. Oui, mais je sais ce que c'est. Non, mais parce que d'habitude, je suis perdu, moi, quand elle sort cette truc. Pour une fois, tu sais ce que c'est. Pardon, mais la domotique, ça fait partie de la construction, des constructions nouvelles. On peut télécommander les lumières, la clim. Monsieur est bâtisseur, donc il se retrouve. La domotique, je connais. Mais attends, avant c'était quand même réservé à une classe aisée. Ouais. Aujourd'hui, avec l'IA, ça a quand même été démocratisé et je veux dire c'est accessible à tout le monde et tout le monde peut vraiment utiliser la domotique chez soi. Pourquoi? Alors, je vais vous présenter juste 2 petits appareils que j'ai ramenés là sur le plateau. Ici, il s'agit d'un hub. Alors, c'est une commande vocale, un assistant vocal qui est très très facile à utiliser. En fait, je ne peux pas vous montrer comment on l'utilise ici parce que ça va peut-être faire des interférences. Son nom là qui est assez... C'est Alexa. Parce qu'en fait, il y a Alexa qui fait une merveille. C'est ça. Il y a Siri, qui parle avec les gens, on donne des ordres, elle exécute. Il y a Google également, il y a Siri et tout. Et là aujourd'hui, en fait, moi j'ai ramené celui-là parce que c'est ce que j'utilise à la maison. Et en fait, lui, il peut se connecter, c'est même pas il peut, il se connecte avec vos appareils. Donc pour cela, vous devez en fait, premièrement, télécharger donc on va dire l'application et l'application vous allez être guidé et quand vous achetez le hub en fait vous avez également le mode d'emploi. C'est très très facile d'utilisation et surtout aujourd'hui c'est donné. On va dire comme je disais la domotique ça appartenait à une classe aisée mais aujourd'hui un hub comme ça on peut le trouver entre 50 et 110 000 francs à peu près. Et pour la prise connectée... 110 000 francs, c'est pas donné encore. Oui, mais je veux dire... c'est déjà accessible plus ou moins. C'est plus accessible quand même. C'était beaucoup plus cher avant. Hein. Je veux dire, 50 000, je dis à partir de 50 000. Ça peut être un peu plus, mais à partir. Et pour la prise... Nathalie, excuse-moi. Oui. Alexa, elle fait quoi? Alors, Alexa, justement, c'est un assistant vocal. Voilà. C'est un assistant vocal. Il vous permet, dans la maison, de dire, par exemple, moi, quand j'ai fait tous mes paramétrages qui sont très faciles, je dis à Alexa, allume la lampe et Alexa exécute. En fait, vous pouvez le connecter à tous vos appareils et surtout la prise connectée qui est là, qui s'appelle la prise Meros. Elle est connectée à vos appareils. Vous pouvez en fait connecter tous les appareils de la maison, même les anciens, comme les nouveaux. Il suffit juste de le paramétrer. Et quand vous le paramétrez, il faut bien installer toutes les pièces.
C'est important. Il faut l'installer dans toutes les pièces. Il faut installer toutes les pièces de la maison. En fait, il faut nommer le nom des pièces, par exemple, salle TV. Il faut savoir que Alexa peut allumer votre télé. Aujourd'hui, vous pouvez vous passer de télécommande parce que Alexa peut allumer la télé, l'éteindre, mettre même votre chaîne préférée, tout et tout. Ça fait vraiment tout ça quand tout est bien paramétré, puisque en fait, c'est adossé à votre connexion, on va dire, domestique. Donc ça, c'est la prise connectée. Même quand il n'y a plus Internet, vous pouvez interagir avec ce petit bouton qui est juste là, que vous appuyez comme ça. Et c'est super parce que quand on est déjà dans le lit et qu'on a oublié d'éteindre la lumière, moi, ça m'arrive souvent, trop la flemme de me relever. On dit juste « Alexa, éteins la lampe ». Donc elle exécute. Et ça peut être partout, on peut le faire à la maison et c'est très très bien aussi pour les professionnels également. Je peux donner juste un petit exemple pour terminer dessus. Alors, c'est-à-dire qu'une esthéticienne, par exemple, elle sait qu'entre 8 et 9 heures, elle va être dans les embouteillages, mais à 9 heures, elle a un rendez-vous. Pour son économie d'énergie, elle a programmé Alexa depuis sa commande, son téléphone. Elle dit Alexa, allume par exemple l'appareil pour faire l'épilation, allume la climatisation, tout ça. Et si jamais son personnel est absent, ça lui permet de gagner du temps et ça l'aide à faire pas mal de tâches. Voilà, aujourd'hui, le hub, il ne remplace pas, mais nous permet à toute la famille de gagner un peu en temps, en liberté. Voilà. Alexa, dis à Nathalie de mettre une pause. Oui. Ça y est. Oui, c'est bon. Alexa, c'est exécuté. Tout cela, est-ce que c'est vrai? Vous demandez si c'est vrai, tout ça. Nathalie le dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? C'est vérifié, non? Oui, c'est vérifié. Peut-être pas, on va peut-être pas vous croire si on n'a pas checké tout ça. Oui. Celle qui va checker pour nous, elle arrive. Oui. Elle s'appelle Roselyne. Oh, Roselyne. génial. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bonsoir Franck. Bonsoir Roselyne. La checkeuse. Bonsoir Franck. Nathalie nous disait à l'instant, ah bah, oui quand même. Oui. Coucou Christian. Ah, c'est le check. Hein, oui, c'est le check, exactement. Nathalie nous disait à l'instant, oui. que désormais c'est possible, coucher dans mon lit, j'ai dit, Alexa, on va chercher Christian. C'est Christian pour venir. C'est vrai tout ça? Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. L'IA avance considérablement et nous est d'une très très grande utilité. Par contre, oui. ce qui n'avance pas, ce qui reste pour juger, c'est par exemple, Nathalie, tu es belle, tais-toi. Les belles femmes n'ont rien dans la tête. Sois belle, tais-toi. Oui, Franck. Alors, avant de traiter le sujet, justement, j'ai une toute petite question pour vous. Alors, est-ce que pour vous... C'est un quiz à 1000 francs? Ce soir, non, pas du tout. Franck nous a imposé des quiz à 1000 francs. Ah bon, à 2000 pas du tout. Okay. Alors, est-ce que pour vous, une femme belle et stylée, est-ce qu'elle peut être intelligente? Bah oui, on en croise des millions et des millions dans ce monde. Des millions. Bien sûr. Même si ailleurs, on pense que les blondes, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est juste des... C'est pas systématique en somme. Oui. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Les Miss Côte d'Ivoire sont très intelligentes. La preuve sur le plateau, ouais. Et donc, oui. Bon, oui. Je ne m'avancerai pas sur ce thème. J'ai jamais dit ça. Oula, alors là, messieurs, mesdames, j'ai jamais dit ça. Non, ça n'engage que Franck. Moi, j'ai jamais dit ça. Elles ont le niveau universitaire. Ah oui, bien sûr. Elles sont cultivées, hein. Donc, ce fake-là, il faut démonter là, tout de suite. Ah ben, bien sûr. On y va. Alors, j'y vais direct. Pas de comme ça. Exactement. Alors, plusieurs personnes pensent justement que la féminité n'est pas compatible avec... L'intelligence. Avec l'intelligence? Non, pas avec la crédibilité. Avec la crédibilité. Exactement. Voilà. Quand on est belle, on n'est pas crédible? Bah, malheureusement, il y a pas mal de personnes qui pensent là et aujourd'hui, justement, c'est pourquoi, voilà, on va traiter ce thème, sois belle et tais-toi, tout simplement. On commence par la vidéo, non? Oui, on commence par la vidéo parce qu'il y a des personnes qui ont voulu bien donner leur avis sur le sujet. On y va, on regarde ensemble. C'est une expression sexiste et misogyne qui veut dire que la femme doit être silencieuse et ne se préoccuper que de sa beauté physique. En fait, la société a eu tendance à faire taire les femmes, à les contrôler en leur disant que voilà quoi, elles sont belles et puis voilà.
quand on sait très bien qu'il y a des femmes dont les voix portent, c'est-à-dire qu'elles excellent dans leur milieu, que ce soit dans la médecine, il y a des femmes docteurs, il y a des femmes pilotes, il y a des femmes présidentes, et tout. Elles sont toutes aussi belles. C'est-à-dire que la beauté est juste un atout. La beauté est un atout, et voilà. Donc on ne peut pas mettre les femmes dans une catégorie et dire que voilà, quand tu es belle, tu n'as rien dans la tête. Quand on sait qu'il y a plein de femmes qui en ont plein la tête. Tais-toi est belle, n'est pas forcé de se taire. Il faut souvent s'apprêter si tu es une femme. Et toi, femme, il faut bien te mettre. Il ne faut pas écouter la bouche des gens. N'écoute pas les on-dit. Mets-toi belle parce que tu es une femme. Il faut tout le temps t'apprêter. Mets les parfums, souvent les fossiles, se maquiller souvent, mais pas toujours. Ça ne veut pas dire non que vous n'êtes pas intelligente. N'écoutez pas la bouche aussi des personnes. Prenez-vous au sérieux dans le travail comme dans la vie réelle. Alors, Sois belle et tais-toi, mon Dieu. Histoire de te dire belle, c'est bon, on ne parle plus. Quoi. Mais non. Ouais, voilà. Est-ce que vous savez d'où c'est parti? Pardon. Non, moi je sais pas. Est-ce que vous savez d'où c'est parti? Sois belle et tais-toi, parce que des fois il y a des filles qui sont très belles, mais dès qu'on engage une conversation, oulala, c'est quand même c'est la catastrophe. Donc c'est parti de là. Après, bon, les gens ont minimisé. Il ne faut pas généraliser. Quand même. Oui, voilà, ils ont minimisé des cas, j'ai envie de dire isolés, pour en faire des cas généraux. Donc, voici une belle dame qui nous démontre tous les jours, tous les week-ends que c'est gentil. L'intelligence, oui. Voilà. Elle est là pour battre déjà tout de suite en brèche. C'est préjugé, là. Ouais. Oh, oui, tout à fait, je suis d'accord. Alors, selon, justement, comme vous avez pu le voir dans l'élément, voilà, on n'est pas, je veux dire, c'est un préjugé qui n'est pas du tout fondé. Et justement, selon l'ONU Femmes, et en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Protection et de l'Enfance. Monsieur Boli, qu'est-ce qui se passe? Ministère de la Femme, la mondialisation de la femme. Non, mais ce sont tout est au niveau de la femme. Quoi. Non, mais je veux dire quand même de la femme, non? Voilà. Non, mais je veux dire, c'est des êtres humains. Enfin, moi, justement, je combats cette espèce de scission entre la femme et l'homme, quoi. Enfin, oui, une petite parenthèse, quoi. Mais là, justement, nous traitons un thème qui est, je veux dire, qui est en rapport avec les femmes. D'accord, donc voilà, on peut traiter des thèmes qui sont en rapport avec les hommes. Oui, ça peut arriver. La dernière fois, on a parlé de violence conjugale on a parlé de violence conjugale et ça concernait et les hommes et les femmes. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes sur le ministère de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité et l'ONU Femmes. Voilà, l'ONU Femmes. Donc, pardon, l'ONU Femmes, il n'y a que les femmes à l'intérieur ou il y a des hommes aussi? Il y a des gens qui parlent de la femme. Il y a des hommes qui portent les donc ça s'appelle l'ONU Femmes. Oui, ça. Et j'espère que le responsable, ce n'est pas une femme. C'est pas un homme, je veux dire. On s'y perd là. Oh là là. Allez-y. Il faut lui parler. On s'y perd. Mais je crois que c'est un homme, hein, Non. Ok, vas-y. Enfin, bref. Laisse pas distraire. Oui, justement. Roselyne, parce que... D'accord. Alors, justement, selon cette étude-là, 62% des personnes, on va dire des femmes interrogées pendant cette enquête, ont évoqué, ont dit tout simplement qu'elles ont été victimes de jugements avant qu'elles aient la chance de pouvoir exprimer leurs idées. Voilà. Et à côté de cela, on a aussi, on va dire, toujours dans la même veine, voilà, on va dire la même étude qui a été réalisée. Au niveau des jeunes femmes entrepreneurs, c'est plutôt 40% de ces femmes-là qui sont jugées pour leur style ou leur apparence physique. Voilà. Et ces personnes-là ont également dit qu'elles ont été victimes de harcèlement en lien avec leur style. Nous avons aussi un exemple. Il y a une journaliste qui a confié qu'on lui a dit « Vous êtes trop jolie pour mener une investigation sérieuse », comme si ça avait un lien. Comme si ça avait un lien. Alors que pas du tout. Exactement, c'est tout à fait macho. Voilà. Donc, c'est un préjugé. Oui, c'est un préjugé qui mérite d'être... Vous n'avez pas des machos? Ah ben non, pas du tout. C'est pas galant, c'est pas élégant, c'est pas... Non, mais pas le macho excessif, mais le macho.
Le macho, Macho, c'est quoi? C'est quoi le macho Non, macho? le macho, l'homme qui protège la femme. Parce que ça peut être considéré comme une forme de macho, mais le macho pas excessif. Oui, le macho romantique, oui, ça, moi j'aime les machos genre... Genre, c'est mon homme, il me protège. Non, c'est pas... Mais pas du tout. Ah bon, la femme, c'est la fleur et elle a besoin de douceur. Donc, oui, mais on vous protège aussi, non? Bah non. Ah bon, on protège pas, un macho, non, pas du tout. Non, voilà. le macho, ça, c'est le macho excessif. Ça, c'est checké. D'accord. Donc, toujours dans les chiffres, voilà, Franck, toujours dans les chiffres, il y a malheureusement 50% des jeunes diplômés qui disent devoir faire plus pour montrer leur sérieux à cause de leurs fossiles, de leurs faux ongles, tout simplement parce que ce sont des femmes qui prennent soin d'elles. C'est des préjugés qu'il faut bannir. Exactement, exactement. Un homme reste un homme. Un homme reste un homme. Dans le grand H de l'homme, il y a l'homme, petit h, et la femme. Voilà, voilà. C'est très mathématique. Voilà. Très mathématique, moi. Très mathématique. Grand H. C'est bien. Petit. Je viens d'apprendre un truc ce soir. Oui. D'accord. Alors, les préjugés doivent finir. Tout à fait. Voilà. Prenons les gens selon leurs valeurs. On peut être belle et très intelligent. On peut être belle, on peut être en guillemets moins intelligent. Tout comme un homme beau peut être tout à fait bête, comme un homme beau peut être tout à fait intelligent. Il faut prendre les gens selon leurs valeurs. Merci Roselyne. Tout à fait. Alors, je vais donner une... Encore l'application du maximum. Non, vous savez pourquoi j'aime avoir ce point de chute-là? Parce qu'au final, c'est ce qui reste. Mais nous, on a cru que vous avez déjà chuté. Hein. Ah non, pas du tout. Donc, j'avais pas du tout chuté. Nous, vous faites surtout pas mal. Hein. Non, pas du tout. C'est juste pour que ça reste. Voilà. Une chute féminine. Une chute féminine. Merci beaucoup. Alors, je termine avec cette belle citation de Véronique Tadio. Voilà, nous sommes toujours en Côte d'Ivoire, Monsieur Boli, comme vous l'avez demandé. Donc, elle dit, et je cite, on va dire, l'intelligence ne s'habille pas en tailleur. L'intelligence s'exprime en idées. Fin de citation. Comme pour dire, l'intelligence, ce n'est pas le physique. L'intelligence, c'est plutôt la cohérence des idées. L'intelligence, c'est la finesse des analyses. On peut donc dire, la vraie valeur ne se maquille pas. La vraie valeur ne se maquille pas. Très bien. Il y a eu beaucoup de choses. Bravo. On va applaudir. Parce que merci. On sent que ça a été vraiment... Ce sont sur ces applaudissements de ces citations de Jocelyne Roselyne. que ce tableau 3 de toute la cité en parle prend fin pour faire place au quartier libre. Vendredi soir en Côte d'Ivoire, c'était toute la cité en parle. Au pas de Corse. À demain. Merci. Demain.